Bonjour les amis, encore une fois de plus les amis, bonjour. À nouveau, nous sommes une fois de plus présents au rendez-vous avec notre émission sur Facebook concernant le leadership et nous sommes branchés à notre télévision, le vrai CEP. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir également sur le leadership politique. Une fois de plus, ravi de vous savoir très nombreux et nous vous disons également merci pour vos encouragements. Et si tout du moins vous aimez, vous estimez quels sujets que nous partageons dans cette plateforme sont indispensables, partagez et puis bon, mettez un pouce like, ça va nous encourager, ça va faire encore du bien. La fois dernière, nous avions parlé, nous avions invité euh, Jonathan Batengene, un grand spécialiste panafricaniste qui nous a entretenu de l'importance de la géopolitique au niveau de l'Afrique. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons reçu de la part de cet homme beaucoup de recommandations que nous allons devoir essayer de voir dans quelles conditions mettre en musique, dans l'idée de pas seulement nous limiter à la parole, mais bon, à pouvoir mettre en pratique également tout ce que nous apprenons et de la part des autres. Il faut dire que nous avons au milieu de nous, parmi les Africains, des gens qui sont assez qualifiés et chevronnés pour nous entretenir sur des sujets de cette nature. Aujourd'hui, par contre, également, donc, nous allons parler de quelques informations générales concernant l'insécurité, la guerre en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de sujets que nous allons devoir aborder et je pense que c'est quand même indispensable que nous puissions de temps en temps parler, surtout lorsqu'il y a comme une espèce de silence, des caps généralisés de la part des décideurs. Donc, si tel est le cas, c'est dire que bon, il faut quand même que les choses changent. Littéralement, il faut qu'elles changent. Mais les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. Il y a besoin d'une mouvance d'hommes avec des initiatives, avec des idées pour pouvoir changer la donne. Autrement, rien ne va changer. C'est pas seulement les intentions qui comptent. Alors donc, aujourd'hui, nous allons faire un partage qui va concerner la mobilisation euh, pour le dialogue intercongolais. Vous savez, le Rwanda est derrière le M23. Ils sont en train de gagner du terrain. Euh, il y a la population congolaise qui est un petit peu laissée à l'abandon. Le gouvernement avait promis pouvoir faire de la réplique, mais jusque-là, bon, ça coince. Il y a des dialogues qui ont été initiés par-ci, par-là. Ben, jusqu'à là, on n'est toujours pas encore sorti de l'auberge. On est toujours en train de traîner, on tourne en rond, en fait, alors que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo est plus que déplorable. Vous voyez? Alors, donc, nous intervenons aujourd'hui avec comme motivation des clauses qui font partie de la constitution congolaise. C'est sur base de ça que nous allons appuyer notre argumentation d'aujourd'hui. Et je viens de le dire, vous avez fait le bilan, vous avez fait le point, ça va faire combien? 30 ans que la situation traîne. Et il y a pratiquement personne pour pouvoir lever son petit doigt et parler au bénéfice du Congo et des Congolais. Alors, donc aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de gens, nous avons été dévancés par l'initiative de la CINCO et de l'ECC. C'est les religieux de la République démocratique du Congo qui se sont mis ensemble dans l'idée de réfléchir et voir comment, à leur niveau, ils vont y apporter de la paix. Mais c'est à ce niveau que la population congolaise devra s'inscrire. La population devra s'inscrire dans une phase active en tant qu'acteur et non pas en tant que spectateur, comme c'est souvent malheureusement le cas. Donc, il y a besoin pour ce faire de pouvoir mobiliser toutes les forces vives, en l'occurrence,
tous les partis politiques, la société civile, les corps d'enseignants, les syndicats, les mouvements des femmes et toutes les corporations, toutes les associations non-profit organizations qui sont basées en terre congolaise. Donc, ça, les, ce sont les forces vives qui sont censées apporter les changements véritables euh, pour la paix en République démocratique du Congo. Il ne faut pas attendre que les Alouettes nous tombent toutes rôties dans le bec et dire que la solution va venir de toutes les pseudo-négociations. Nous avons vu ce que ça a généré par le passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations, mais je vous garantis que à la lumière des choses, et puis avec du recul, vous vous rendez compte que c'est le fait simplement de soigner un cancer avec une aspirine. Au grand mot, le grand remède. Les, 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 les mots sont profonds, profonds. Et malheureusement, on arrive à assister à une forme d'impuissance ou d'impréparation, je pourrais dire comme ça, peut-être sûrement, par le fait que c'est comme si on est déconnecté de la réalité, on n'est pas en phase avec la réalité sur le terrain. Les mots sont énormes, mais la médication appropriée n'est pas au rendez-vous. Et c'est un peu le comble de malheur que nous expérimentons, surtout en République démocratique du Congo. Donc, euh, il faut, il faut en tant que fils du pays, que tu comprennes que ce n'est pas le voisin qui va venir éteindre l'incendie dans ta maison. Quand ça crame, c'est toi. Tu vas te casser en 1000 morceaux pour arriver à éteindre. Même si tu n'as pas les engins, les outils des sapeurs-pompiers avec des jets d'eau, mais euh, tu vas prendre des seaux d'eau pour éteindre la flamme qui embrase ta maison. Ça, c'est clair. Il faut que tu le fasses parce que sinon, ce sera la fin d'une nation. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que le pays, il est down, il est à genoux, il est à genoux. Alors, pour qu'on arrive à changer la donne, ça demande un leadership. Il faut que quelqu'un se lève pour parler. Alors, ma question, ce serait à ton égard, où est ce leader charismatique? Parce que nous voyons même dans le pays le Faso, le Niger et le Mali, au bout des moments, ça a ramé, mais bon, les gens, ils se sont levés. Et aujourd'hui, on pointe du doigt un jeune frère qui a du charisme, Ibrahim Traoré. Où sont les Ibrahim Traoré en République démocratique du Congo? Où êtes-vous? Où es-tu, mon frère? C'est pas le voisin, c'est toi. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu sens une voix intérieure secouer ton âme et même ton esprit, mais c'est toi qui dois être interpellé. Tu interviendras à quel titre? Parce que bon, là, c'est quand même indispensable qu'on arrive à faire le point. Nous intervenons ou nous allons intervenir ou tu vas intervenir en fonction des dispositions constitutionnelles de la République démocratique du Congo dans son chapitre premier pour ce qui concerne l'État et la souveraineté. Et nous ne sommes pas, nul n'est censé ignorer la loi, nous dirait l'autre, mais en guise de rappel, dans la Constitution congolaise, dans son article premier, dit ce qui suit, parlant de la République démocratique du Congo, la Constitution dit, ses langues nationales sont les Kikongo, les Lingala, les Swahili et les Chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination. Nous n'avons pas de problème avec l'Angola, nous n'avons pas de problème avec Congo-Brazzaville, pas avec grand monde, pas la République centrafricaine, on a des problèmes simplement avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et ils sont frères, tous ces gens-là. Et ils parlent le Kinyarwanda. Ils sont rwandais, ils parlent le Kinyarwanda. Mais le Kinyarwanda
ne se parle, même s'il peut se parler. Attendez, je vis aux États-Unis. Vous pensez que je ne parle pas? Il n'y a pas une grande masse de population qui parle le français ou le swahili ou l'anglais ou le kikongo. C'est pas parce que je parle kikongo aux États-Unis où nous sommes 10 millions à parler kikongo aux États-Unis que nous avons devoir imposer kikongo comme étant la langue nationale des États-Unis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça a été clair, kikongo, lingala, le swahili et les Chiluba. Mais c'est comme ça. Mais bon, quelqu'un qui débarque, il veut imposer sa volonté pour dire qu'il faut rajouter les Kinyarwanda. C'est dans la constitution du pays à son article premier. Toutes les sociétés organisées doivent respecter la constitution. Alors je ne vois pas pourquoi ça doit faire une exception. Nous parlons réellement de l'État et surtout de la souveraineté, surtout à son article premier. Les choses, elles doivent être dites. Et pour ce qui concerne la souveraineté, je vais encore beaucoup insister à son article 5, à l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il est dit ce qui suit: la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La souveraineté nationale appartient, elle n'appartient pas à un homme, à un parti politique, elle n'appartient pas à une organisation ou à une structure ou à qui que ce soit. La souveraineté appartient au peuple. Et nous avons besoin de nous le dire encore, encore et encore. Et la Constitution, dans l'article 5, nous dit encore que tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement, soit par voie de référendum, soit par voie d'élection, soit indirectement par ses représentants. Alors, analysons un peu les trois. Le peuple, il a pour mission de s'exprimer euh, par le référendum, par l'élection ou indirectement par les représentants qui sont les députés et les sénateurs. Euh, Est-ce que en République démocratique du Congo, le peuple peut compter sur l'élite dirigeante? Non. C'est pas un député, un sénateur qui a un jour parlé pour le compte de la population. C'est pas par les élections. Combien d'élections il y en a? Depuis que le pays est pays, les élections qui ont été organisées, c'est toujours de la triche, toujours de la bricole. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, la vérité, c'est une personne. Même si au niveau des élections, on arrive à falsifier le langage, Dieu qui est vérité, vous pensez qu'il va marcher avec nous? La vérité, c'est une personne. La demi-vérité n'est plus vérité. Les quarts de vérité, c'est pas une quart. Rien que pour l'histoire des élections, les gens, ils chantent. C'est rouge, ben c'est vert. Il y a un problème. Et donc, ici, je suis en train de parler de l'expression populaire. Donc, nous avons besoin de parler par voie référendaire. Le référendum, c'est ça qui devait être organisé. Il fallait générer les occasions pour réunir le peuple en référendum pour qu'il arrive à s'exprimer exactement sur la situation concernant la sécurité de son pays. 30 ans que ça dure. Mais il y en a marre, non? 30 ans que ça dure. Il faut, cette fois-ci, c'est pas de l'apanage d'un homme, parce que sinon vous allez vous prendre les pinceaux entre vous et puis ça va mal tourner. Il faut donner l'occasion au peuple par voie référendaire pour qu'il puisse faire les choix. Surtout ce qui concerne ce- ce- son, son- sa stabilité, je dirais même cession d'une portion de terre, les référendums. Et je pense aussi que même des questions qui sont de l'ordre euh, d'une institution comme la présidence,
Si ça patine, il faut recourir à, à l'expression sous forme référendaire pour que les gens s'expriment. Il faut demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens, ils ont des idées. Il faut écouter les gens. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Nous ne nous battons pas, mais il faut se battre. Il faut se ranger en nom de bataille pour répliquer, pour essayer de riposter. Un grand pays comme le Zaïre, comme les Congos. Donc, nous avons besoin de voir les élections. Est-ce qu'il faut faire les élections pour la question sécuritaire? Non, il faut passer par voie de référendum. C'est les peuples la souveraineté nationale appartient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple. On arrive à exclure le peuple chaque fois qu'il y a de grandes questions de sécurité. On rejette le peuple et c'est le peuple qui subit, qui meurt. Non, il faut que l'on change les choses cette fois-ci, que le peuple soit celui qui exprime euh, la pensée sur sa survie, son destin en tant que peuple. Et un autre problème qui doit animer, toi qui écoutes le son de ma voix, en tant que peuple, c'est la question répertoriée dans le chapitre 2 de la Constitution qui traite de la nationalité. L'article 10 nous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Bon, vous avez vu la difficulté qu'il y a actuellement parce que les gens qui dirigent, ils ont une double nationalité et ça fait un peu de confusion. Bon, à la limite, moi, ça ne me dérange pas de l'instant que tu travailles pour les comptes du pays où tu es. Mais si tu es en train de trahir le pays pour lequel tu es en train de... Le pays tu es dorloté, dans du coton. Mais au lieu que tu prennes soin du pays qui t'accueille, qui fait de toi sectaire, ben, il y a un problème. Alors, donc, là n'est pas encore le problème. Mon souci, c'est la nationalité congolaise et soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Il faut que les choses soient bien claires. Vous faites des négociations, vous faites des dialogues, mais c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas ausculter. Malheureusement, lorsque on est faible militairement, on signe des deals, on signe des contrats qui sont en fait un couteau sur la gorge. À chaque fois que le Congo a été attaqué, agressé, il a signé des contrats bidons, mais en fait, en réalité, il s'est fait prendre au piège plus d'une fois. Alors, donc, et il faut comprendre que la question de la nationalité, elle doit être d'origine. Vous voyez? Euh, il a été dit également dans la Constitution, est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, République démocratique du Congo, à l'indépendance. Ça, c'est la Constitution qui a été amendée par le président Kabila, mais en fait, cette Constitution a été taillée sur mesure à son article 10e pour gommer l'esprit de la Constitution de Louabou qui faisait allusion à l'appartenance à la congolité à toute personne ou ethnie se trouvant en 1885. Quand Berlin découpait l'Afrique, ça a été défini que c'est à ce moment-là qu'il faut. Alors, je ne sais pas pourquoi on a dû changer. C'est peut-être pour intégrer encore davantage d'autres qui n'étaient pas légalement. Et ça a été fait là. Si je dois avoir à adresser un tort, c'est le fait de tailler cet article 10e à la carte dans l'idée d'inclure d'autres personnes pour que ça fasse de la confusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez? Alors, donc, la loi organique, elle doit déterminer également les conditions de reconnaissance, d'acquisition, ou même des pertes et de recouvrement de la nationalité congolaise. Vous voyez? Et si cette question n'est pas réglée, ça va poser des problèmes, mais je pense que ce n'est pas un grand problème. Il faut que les gens reviennent à la source et qu'ils regardent d'où ils viennent
Nous avons des historiens, nous avons des gens qui ont écrit des bouquins, nous avons des anthropologues, nous pouvons consulter des bibliothèques de la Belgique qui en parlent. C'est pas très compliqué. Et quand on parle surtout de l'acquisition de la nationalité congolaise, soit d'origine ou d'acquisition individuelle, ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas d'acquisition collective. Le Rwanda veut imposer une acquisition collective, mais ce n'est pas de cela qu'il est question, parce que c'est individuellement que quelqu'un va formuler sa demande, quitte à ce que les gouvernements d'accueil puissent analyser pour savoir si oui ou non tu es admissible ou pas. Mais maintenant, il y a eu des erreurs qui ont été faites. euh, Bisengimana, il a forcé la main à Mobutu, il a signé pour peu, et après il est venu, il a gommé l'ordonnance présidentielle qu'il avait. Il y avait une certaine catégorie de personnes qui, qui avaient bénéficié de ça, bien évidemment, mais il est venu la rétorquer. C'est une autorité. Ça a été arrêté comme tel. C'est injuste, c'est injuste. La loi, elle est dure, mais elle a été comme ça. Et maintenant, c'est les souverains, c'est-à-dire la personne qui avait l'autorité de gérer la destinée d'un peuple qui a signé cette ordonnance. Elle est dure, mais c'est la loi. Je me demande pourquoi il y a des lois qui sont dures en Amérique. Ici, Trump signe des lois qui sont tellement dures et personne ne lui reproche. Et vous allez reprocher à Mobutu pourquoi il a fait ça. Et il faut solliciter. Et même si il a attribué la nationalité, combien de gens à l'époque? Où sont-ils ces gens-là? Quel âge ils ont? Mais maintenant, c'est tout le Rwanda qui dit nous sommes Congolais. Nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. Et si je dois faire des commentaires, c'est par rapport surtout au fait que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Mais si tout du moins nous pouvions comprendre la lourdeur de la tâche, nous allions, en tant que leader, essayer de, de prendre les gens qui ont des connaissances historiques, ethnologiques et les sociologues, les gens, pour pouvoir statuer sur la question. Que dire encore, par exemple, euh, nous avons été combattus. Il faut comprendre qu'il y a une cabale qui s'organise contre la nation congolaise depuis bien longtemps, depuis le temps de Lumumba. Il y avait déjà l'idée de la balkanisation au temps de Lumumba. À chaque fois qu'il y a des revendications ethniques pour des questions d'intérêt sur les richesses, il y a toujours cette menace cette menace de sécession, de balkanisation. Et pour que cela ne puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'interne qui facilite ce genre de choses. Donc, vous comprenez qu'en France, il y avait un certain moment, il y avait un certain Pétain, vous voyez, qui était considéré comme collaborateur d'Hitler. Et Hitler et l'Hitler africain, Paul Kagame, il a ses Pétains au pays. Il peut pas avoir une mainmise au Congo si les Congolais ne lui en donnent pas l'occasion. C'est un peu ce que notre frère Seba disait qu'une population, une civilisation n'est détruite de l'extérieur que si elle a été rongée de l'intérieur. Et quand il y a un verre dans la pomme, elle pourrit. Une pomme pourrit les autres. Mais comment elle va commencer à pourrir s'il y a un verre à l'intérieur? C'est une pomme qui ne va pas résister. C'est un peu le cas d'Eldir. Et donc, si en France, il y avait un certain Pétain, comme collabo d'Hitler, parce qu'il roulait pour Hitler, il a capitulé, il a demandé à arrêter de vous battre. Faisons la volonté de Führer, faisons la volonté de Hitler. Et nous avons la même image qui se répète. En Afrique, nous en avons un, c'est Kagame. Mais Kagame, il n'est pas seul. Il a ses pétins. Les pétins de Kagame, il faut qu'elle en ait le courage de le dire. Les bras droits de Kagame, les bras longs de Kagame, c'est Joseph Kabila. Les bras longs de Kagame, c'est Étienne et Félix Tshisekedi.
S'ils ont roulé pour les Rwandais, et nous avons des preuves évidentes, ça serait tout un sujet de débat. Ils ont roulé ou ils sont en train de rouler pour Kagame. Nanga, il a falsifié les élections, il roule pour Kagame. Les Katumbi, les Bemba, n'en parlons même pas. C'est de la pourriture politique. Ce qu'il faut savoir, il n'y a pas, malgré tout ça, malgré qu'il y a des collabos, dans les dialogues, dans les négociations, la délégation 5 ECC est aux États-Unis, et c'est le cas de le dire. Il faut que l'on pèse de tout notre poids en disant qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Autant qu'il n'y a pas de Tetela belge, autant qu'il n'y a pas de Luba américain. C'est un narratif qui doit être corrigé. Il y a des Tutsis rwandais. Il n'y a pas de Banyamulenge. Est-ce qu'on est d'accord? Je répète, il n'y a que des Tutsis rwandais. Il n'y a pas de Banyamulenge. Mulenge étant une montagne près d'où le Rwandais, il y avait 80 000 qui ont franchi, qui ont quitté le Rwanda après l'assassinat du roi Tutsi Kigeri. Il y a des vagues de 59 jusqu'à 63 qui sont venues. Et c'est la Croix-Rouge suisse qui avait organisé ce transfert d'hommes vers le Congo. Vous voyez? C'est à partir de là qu'il y a eu des mouvements. C'est à partir de là. Et on a demandé à ces gens de ne pas faire la politique. Et ils sont venus en masse. Et c'est là que nous avons Bitakwira, un des nôtres. Il doit être sénateur ou député, je ne sais pas trop, mais qui disait que moi, j'ai ma mère, elle est du pays. Et quand j'étais enfant, j'ai vu des Rwandais venir. Et lui, Bitakwira, ils habitent à côté de la montagne qui s'appelle Mouleng. Alors il était étonné d'apprendre par ces gens qu'ils étaient des Banyamulenge, les gens de la montagne. C'est quelque chose de fou, d'aberrant, c'est quelque chose d'incompréhensible parce que la congolité, elle a double affilié, elle a double appartenance. Tu appartiens à une terre et tu parles la langue de cette terre. Oui. Donc, tu es Muluba, tu parles les Chiluba. Mais les Muluba a un lieu géographique où on peut le situer. Moussaïli, euh, quel Moussaïli? Murega, Mubangu Bangu. Et c'est c'est- c'est- c'est un peu de cette manière que les Rwandais, ils ont voulu s'identifier un peu comme à la Congolité pour justifier qu'ils étaient des Moulengues. Il y a pas de Banyamulenge. Il n'y a pas de Banyamulenge. Moulengue est une montagne. Et nous avons au Congo accueilli tous ces gens-là. Et c'était des vagues, au moins 80 000, peut-être 80 000 au total. Et après le génocide rwandais, il y a eu d'autres vagues et les gens sont venus en masse sous l'étiquette de l'hospitalité légendaire. Écoutez, nous avons scolarisé les Rwandais, ils ont étudié au Congo avec les bourses du pays, mais pour se retrouver là où on est, sincèrement, avec des machettes pour nous couper les têtes et nos mamans violées, nous avions été généreux. Ça, il faut le faire. Oui, mais tout ça est documenté. Pour ceux-là qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller dans YouTube, cherchez simplement dans YouTube, Opération Banyarwanda. Il n'y avait pas de Banyamulenge là. Il faut voir ça. Vous pouvez noter ça, aller à YouTube, vous allez voir la vidéo concernant
le fait que les gens ont quitté le Rwanda. Et il n'y a jamais eu de Rwandais euh, au Congo avant la colonisation. Au contraire, la terre du Congo a été phagocytée pour donner une portion aux Rwandais. Bon, on l'a. Mais c'est s'il faut faire des réclamations de terre, c'est pas eux qui devaient le faire parce que toute la bibliothèque coloniale ne reconnaît que 450 tribus, ethnies au Congo. Là, il y a les Hutus au Rwanda, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Trois tribus qui sont reconnues en tant que telles. Et les Tutsis, c'est au Rwanda, en Ouganda et peut-être au Burundi. Ça, c'est la terre de Tutsis et non pas le Congo. Il faut que les choses simples comme ça se disent, parce que sinon, écoutez, ah, on ne va pas sortir, on ne va pas s'en sortir. Donc les Banyarwanda, c'est-à-dire les gens venus du Rwanda, quelle langue ils parlent? Ils parlent le Kinyarwanda, c'est-à-dire la langue du Rwanda. Voilà. Voilà ce qui devait être la base des négociations. Et il faut dire que le Congo ne doit rien au Rwanda. Et tout ce qui se bricole est faux. Si si Kagame, il veut trouver la parade de l'Ukraine, les lusophones, c'est pas pareil. Parce que en, en Russie, la partie d'Ukraine appartenait à la Russie. Allez lire l'histoire, vous allez voir que l'Ukraine appartenait à la Russie. C'était pas étonnant de voir les gens, les Russes habiter l'Ukraine et parlant la langue russe. Alors, si Kagame veut utiliser cette parade pour dire que ces gens-là, les Rwandais, ils étaient là, ou quand les Blancs sont venus, ils ont coupé, ils ont arraché. Non, ça c'est. Il y a beaucoup de gens qui ont été découpés comme ça. Mais nous avons besoin de respecter l'intangibilité des frontières que nous avons héritées à la colonisation. Parce que sinon, c'est trop facile. Donc, il faut le dire. Vous voyez? Alors maintenant, comment beaucoup de gens vont se poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé là-bas. Je viens de vous dire que Pétain, il roulait pour Hitler. Et nos gens, ils ont tous roulé pour Kagame. C'est lui le boss. Vous voyez? Et les torts de Kabila, c'est d'abord, comme je viens de vous le dire, l'inclusion dans l'article 10e de la Constitution qui a été taillé sur mesure, hein, des gens se trouvant sur le territoire congolais depuis l'indépendance. Cette phrase-là, ça change tout. Cette phrase-là, ça change tout. C'est-à-dire, les gens qui sont venus après que Kigeri soit 5 soit assassiné, d'après lui, ben, ils sont d'office congolais. Oui. Vous aimez le pays, vous ne faites pas ça. Non. Vous ne pouvez pas dire que j'aime bien le pays, vous faites ça. Oui. Donc, alors que, comme je venais de vous le dire, dans la Constitution de Luabo, c'était 1885. Vous n'avez pas vu ce que Joseph Kabila a fait là-dedans? C'est à dessein qu'il a fait ça. Ça, c'est grave. Et maintenant, le deuxième grief de Joseph Kabila, qu'il faut savoir, parce que c'est trop facile, les gens, ils ont une mémoire courte. Tous les dégâts qui ont été perpétrés pendant 18 ans, il y en a qui ont passé d'un revers de main comme ça, ils ont tout oublié. C'est un tort de tout oublier comme ça. Vous devez avoir, par devoir de mémoire, il faut qu'on arrive à voir l'histoire du pays et dire les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont. Et d'autant pour Kabila, ben, d'autant aussi pour Félix, comme nous avons été durs avec Mobutu. Mais en fait, quand on regarde la vie au temps de Mobutu, c'était le paradis, hein. C'était le paradis. Mais on est allé de mal en pis. Et aujourd'hui, c'est encore, on est dans le rouge. Il faut qu'on ait le courage de dire des choses comme ça. Parce que je ne sais pas pourquoi nous, on pouvait être tellement dur avec Mobutu. Et nous avons pensé que ce qui viendrait, il ferait la différence. Mais non, 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 c'est pas différent. À quelques degrés, c'est du pareil au même. Et même en pire.
des détournements, des milliards, de l'argent. C'est la folie. Qu'est-ce que lui, il a fait? C'est l'infiltration. Il a été l'agent de l'infiltration. Comment? Par la vente des passeports. Vous devez savoir que la deuxième ruse, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Joseph Kabila, et parmi lesquelles il y a la deuxième ruse. Donc, la première ruse, je parle au niveau de la Constitution. La deuxième ruse, au niveau de la vente des passeports. Oui. Joseph Kabila, Jeannette et Zoé Kabila ont eu l'exclusivité, le monopole de la vente des passeports congolais. Donc, depuis 2015, c'est-à-dire, bon, à la date d'aujourd'hui, si on voit, ça fait 10 ans, euh, tout le monde a râlé pour le fait que les business des passeports étaient opaques et tout ça. Même Félix Tshisekedi, il en avait parlé, vous voyez. Mais à force de parler, il a eu le power. Mais au final, il a curieusement fini par accepter ces deals de passeport. Je pensais qu'il allait tout chambouler parce que c'était quelque chose de vachement terrible. Par le biais des gestions de passeports, les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Soudanais, les Érythréens et beaucoup d'Africains, ils vont vous croiser comme ça pour vous dire que, bon, je me suis tapé un passeport congolais parce que là, je sais qu'avec la guerre, facilement, on va m'accepter partout. Et ils en ont acheté comme ça. Et ils vous le disent. Et même les gens qui travaillent dans les hauts commissariats des réfugiés, au service d'enregistrement des réfugiés, ils vous disent, ils savent qui est congolais, qui ne l'est pas. Et c'est le rapport de 9 sur 10. Tous ceux qui sortent, c'est des Rwandais, des Ougandais, sauf les Congolais. 1 sur 10, à la proportion faible. Nous avons des statistiques. Si vous voulez un débat, écoutez, vous me posez des questions, je vais vous montrer les statistiques. Oui. Vous savez, puisque nous parlons de passeport, il y avait une enquête qui avait été menée par l'agence de presse Reuters. Cette enquête avait fait beaucoup, beaucoup de bruit au Congo. C'était c'était en 2017. Oui. Et cette enquête a porté réellement a concerné, a consisté sur les prix des nouveaux passeports biométriques qui ont été mis en place depuis novembre 2015. C'est là que Kabila a commencé le deal des passeports. Alors, selon l'agence britannique, près de la moitié des recettes générées par la vente de ces nouveaux passeports s'évaporent dans une société offshore détenue par un proche du président, qui c'était à l'époque de Kabila. La moitié de cet argent offshore au compte président. Et vous allez vous rendre compte que pour un total de 185 dollars, passeport biométrique, et c'est réputé être parmi l'un des plus chers des passeports au monde. Selon l'agence Reuters, sur les 185 dollars, 65 au moins 65, moins de la moitié donc, revient dans les caisses de l'État. 185, 65 dans les caisses de l'État. Alors, où va le reste d'argent? Je vais vous expliquer. Donc, d'après le contrat qui a été signé par le gouvernement congolais, donc c'est Joseph Kabila, et lequel contrat a été consulté par Reuters, cette agence britannique, pour chaque passeport fabriqué, OK, 60 dollars seraient reversés à une société basée aux Émirats arabes unis. Donc, chaque passeport sur les 185, 65 pour les Congos, 65 pour une société qui s'appelle LRPS, qui était domicilié aux Émirats arabes, qui a été détenu par un des proches du Joseph Kabila, Makia Makolo Wangoe. Vous avez certainement entendu ce nom-là. Maki Makolo Wangoe. Oui, donc, même, c'est les noms congolais, mais les Rwandais, ils ont changé même les noms, comme ça, ils ont falsifié même l'identité. Et c'est ce qui est plus grave. Et maintenant, vous allez me poser la question les soldes qui restent, les montants qui restent, la différence qui reste, c'est 45 dollars. C'est une société belge, Semlex.
Une entreprise, c'est l'entreprise qui produit ce document. Vous voyez? Et 12 dollars sont reversés finalement à une société qui est installée à Kinshasa. Vous voyez? Alors, vous allez vous rendre compte que, toujours selon Reuters, rien ne permettait de justifier les prix élevés de ces passeports. Rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une autre compagnie, la société ZS, qui avait fait en 2014 une offre de passeports biométriques. Vous savez à combien? À 28 dollars pièce. Vous vous rendez compte? Et la société qui avait proposé le service d'impression de passeports congolais à 28 dollars pièce a été saquée. Kleenex, jeté dans la poubelle. Et il faut taxer les gens jusqu'à 185 dollars. Et vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui ont acquis ce passeport, qui ont voyagé avec ça partout aux États-Unis, au Canada, en France, en Hollande, un peu partout en Occident. Et ce qui a fait que la diaspora a été infiltrée, il faut le dire. Elle a été tellement infiltrée en Occident. Euh, c'est c'est pour ces gens-là, c'est tous ces gens-là, tous les combats et les focus de Kagame, c'est tous ces étrangers-là qui ont eu des passeports congolais. Ils se battent bec et ongles pour que ces gens-là, qui auront des nationalités de part en part, et il est en train de se casser en mille morceaux pour les réfugiés rwandais. Les Rwandais qui étaient au Congo, ils ont été chassés, il faut qu'ils reviennent. Vous voyez, Bisengiman avait faussé la main à Mobutu pour donner une portion de, et Mobutu a récusé ça. Mais maintenant, je ne sais pas combien il y avait à l'époque, à 30 000, je ne sais pas, mais maintenant il y a plus de 160, 200, 300 000 personnes qui sont sorties avec les passeports congolais, que Kagame prétend dire que c'est les Congolais qui ont été chassés chez eux, et les dirigeants ne comprenant pas ça, c'est ça la balkanisation. Et il faut dire non à ça. Kagame avait dicté les sons de la musique et Joseph Kabila, il a changé l'article 10 de la Constitution, il a trépatouillé les passeports et Félix avait dit qu'il allait bannir ça, mais comme pour Go Pass, beaucoup de bruit, mais quand il est arrivé sur le coup, ça continue. Et Nanga et les Bemba et les Katumbi, tout ça, ce sont des corrompus. Je suis désolé, ils se battent pour Rwanda. Et ils veulent imposer comme Tutsi Congolais, les narratifs Tutsi Congolais, tous dans leur bouche, Tutsi Congolais, Banyamulenge. Les gens excluent la petite minorité ethnique. Mais toutes les ethnies du Congo sont minoritaires. Les Koussous, les Régas, c'est des portions de gens, c'est minoritaire. Ils sont dans leur silence, ils ne font aucun bruit, ils ne revendiquent rien. C'est une ethnie étrangère qui vient et qui fait la loi, qui impose même les traitements exceptionnels, alors que si nos dirigeants ils avaient de la jugeote, tout ça, c'est ils auraient pu faire. Parce que la Convention de Genève protège les réfugiés. Et je pense que même si la Convention de Genève n'était pas d'application quand les Rwandais sont arrivés au Congo, mais Abiyarimana, son avion a été abattu et les Tutsis qui étaient à l'étranger ont eu le pouvoir au Rwanda. Ça se sous-entend que s'ils étaient des exilés politiques partout dans le monde, parce que l'un de leurs est au pouvoir, donc ils devaient rentrer. J'ai été en France où la Convention de Genève a une force terrible pour peser sur la loi d'immigration. Mais tous ces gens-là qui sont rwandais, la Convention de Genève leur donne le droit de rentrer chez eux. Parce qu'il y a la paix chez eux. C'est chez nous qu'il y a la guerre.
C'est nous qui devions être protégés partout en terre étrangère, en Zambie. Mais déjà, beaucoup de Congolais qui étaient partis au Rwanda, on dit, oh, le Rwanda, les Congolais fuient au Rwanda. Beaucoup. Vous savez les traitements que les Congolais qui partent au Rwanda subissent? Il y en a qui avaient été massacrés comme ça. Ils n'ont pas le droit d'élever, ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont comme des animaux au mitard. Ça, il faut que les gens arrivent à se le dire. Et les Rwandais essaient de planter des sites, ils essaient de planter des camps, c'est simplement pour favoriser le leur. Nous en avons des évidences, nous avions écrit un peu partout ici pour démontrer par A plus B qu'il y a beaucoup de rapports qui avaient été faits pour mentir, pour dire que, voilà, j'ai un rapport ici. Oui, nous avons un courrier, nous avons envoyé des courriers un peu partout. Euh, voilà, voilà, il y a un courrier ici. Nous avons un courrier ici que nous avions envoyé à tous les officiels. Donc, nous avions envoyé ces courriers. Voilà ces rapports, il est là. Et dans ces rapports, on dit, parmi les gens qui étaient accueillis aux États-Unis, il y avait 36% des Congolais qui parlaient Kinyarwanda, 32% des Congolais qui parlaient Kiswahili, 6% ils parlent de Kinyamulenge, Kinyamulenge, Kinyarwanda, Kiswahili, Kinyamulenge, ce sont les langues qui se parlent au Rwanda. Et vous savez combien de pourcentage on attribue aux autres Congolais qui viennent? 18%, et inconnus, 16%, 6%. Bon, prenons même si nous allons prendre 24%. 24%, les autres Congolais, 450 ethnies, ils représentent 20%, et les 80%, au lieu que ce soit eux-mêmes les Congolais qui viennent, mais c'est les Rwandais qui viennent, mais qui se font passer pour les Congolais. Nous avions écrit pour dire non. Oui, il y a les documents ici, vous pouvez le voir. Nous avons adressé ce courrier aux officiels. C'est un courrier qui date du 15 février 2001. On a écrit, il y a toutes les références que nous avions essayé de joindre là-dedans. Bref, nous avons écrit à toutes les autorités pour essayer de faire voir la supercherie. Nous avons écrit au département d'État, nous avons écrit à l'université là où ce monsieur a fourni les rapports, nous avons écrit au doyen de la faculté, le Chancellor Office, nous avons écrit aussi au président de l'UNCG System Office, nous avons écrit également à North Carolina State Board of Education, nous avions écrit Secretary of Education, US Department of Education, nous avions écrit également à tous les sénateurs du Comité des Affaires étrangères du 117e législature. Nous avions écrit à tous les conseillers Afrique de Biden et des chefs de USAID, USAID les membres démocrates républicains du Sénat et de la Chambre des représentants. Tous les congressmen, le secrétariat général des Nations Unies, ils ont eu ce courrier. Nous avons envoyé ce courrier. C'est ça ici. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes pas en train de raconter de la flûte, mais nous sommes en train de raconter des choses qui sont réelles. Donc, ils ne sont pas une minorité ethnique et persécutée, génocidée à l'est du pays. Nous avons été toujours hospitaliers dans les cas de l'hospitalité légendaire, mais nous sommes en train de payer les pots cassés. Beaucoup d'étudiants rwandais, ils ont étudié, moi, on a étudié avec plein de Rwandais qui avaient des bourses. Qui c'est qui va nous rendre ces bourses que nous avions données à ces Rwandais-là? Et on dit qu'ils sont malmenés, mais quand on voit les gouvernements ils sont pleins tout le temps depuis que le pays est pays. Et il y a même de ces originaires de certaines régions qui sont à compter au bout de doigts, pour ne pas dire presque inexistants. Donc, et il faut savoir aussi que Kagame, il inondait il, il demande les refoulés d'Israël contre paiement de 5 000 $ la tête, pièce. Et il a repris peut-être 30 000 Érythréens, Somaliens, Éthiopiens qui étaient refoulés qui étaient refoulés d'Israël, les demandeurs d'asile.
Et vous avez vu à un moment donné, il y avait Kagame était au niveau il était responsable de l'OIA, de l'unité africaine. Mais oh non, mais nous les Africains, on ne veut pas faire comme ça, laisser nos frères. Il a tous les gens qui étaient refoulés au Maghreb, Libye et tous les pays du Maghreb là. Et il a forcé la main pour récupérer quelques-uns. Alors maintenant, lui, il dit qu'il a un petit pays, il prend les gens pour le mettre où? Mais il les garde là pour les éjecter dans son armée. Et puis après, il va dire que c'est les Rwandais C'est comme ça qu'on tue les gens. Les chefs du village, dans tous les petits villages, là, il y en a qui ont été massacrés totalement dans l'idée de faire du grand remplacement. La théorie du grand remplacement que l'Occident a développée pour dire que halte aux Arabes, halte aux Noirs, mais c'est la même théorie maintenant qui s'applique par Kagame pour pouvoir prendre les terres du Congo dans l'idée de construire son empire, soi-disant Imatutsi. Mais il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent pour barrer la route à cet homme, pour pas que ces gens aient des rêves macabres. Comment est-ce que l'Afrique va se construire? Vous allez critiquer les Blancs qui sont méchants, mauvais. Vous-même, vous êtes pire que pourri. Alors, c'est pas possible. C'est pas une insulte, mais c'est la vérité. Comment est-ce que le panafricanisme peut voir les jours comme ça? Comment est-ce que l'unité d'Afrique va voir dès l'instant que vous faites des coups bas, des coups de poignard, vous tuez les gens à la machette, vous violez les enfants, les femmes, les hommes? Mais c'est quand même grave. Hein. C'est vraiment de la barbarie qui n'a pas de nom, mais ça, c'est terrible. Et il y a même soi-disant des gens qui sont chrétiens là-dedans, qui voient ça, ils disent rien, ils sont contents. Et parce que s'ils étaient mécontents, ils allaient dénoncer Kagame. Il n'y a pas grand monde pour dénoncer Kagame. Tous les passeports qu'ils ont et qui sont comme Congolais, s'ils n'avaient pas Kagame, ils allaient dire non, ça c'est la ruse, on ne va pas faire comme ça. Ils ont pris, ils sont d'accord. Et quand un village tombe au Congo, ils font la fête, ils crient, ils jubilent. Il faut que vous vous leviez, Congolais. C'est ça la balkanisation, pour créer l'empire Imatouti, qui va comprendre le Kenya, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Voilà la vérité à défendre. Soyons équipés de connaissances et ne pas tomber dans le piège des ennemis de Lumumba et les ennemis du Congo. Hein. Alors maintenant, je vais poser la question. Qui pour dire haut et fort c'est quelque chose en train de partager avec vous à Luanda, à Bruxelles, à Washington. Qui pour dire haut et fort dans les parlements de partout, dans les présidences de tous bords? C'est cela le lobbying. Qui pour crier haut et fort en faveur du Congo comme Charles Onana? Qui pour crier haut et fort en faveur du Congo comme Patrick Mbeko? Qui pour crier haut et fort comme Honoré Ngwanda? Qui d'autre qui pourra faire cet exercice comme Bitakir? Qui? Qui? Tu dois te rallonger dans la liste. Tu dois te faufiler dans la liste. Et quand si Lumumba pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui, il allait se retourner dans sa tombe à une vitesse qui peut même dépasser la vitesse du son. Vous voyez. Alors bon, j'ai appris qu'il y a eu un doublement des salaires des militaires. Ben, nous avons parlé du projet qui pouvait être adopté, si tout du moins il y a une volonté politique. Nous avions proposé beaucoup de choses pour la création une armée indépendante, une armée forte, une armée solide. Bon, doubler les salaires, c'est bien, mais quand un député il a 21, 31 000 dollars, vous doublez un monsieur qui a 10 dollars, qui a 10 dollars, 50 dollars, même 100 dollars, vous doublez son salaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, un sou 10 centimes, même vous mettez par 1000, mais bon, c'est des cacahuètes. On vous donne à vous ces montants, vous allez nourrir votre épouse et les enfants. Et vous allez vous étonner qu'il y a des chèques dans la rue comme ça. C'est parce que c'est les ventres d'abord et les autres circuler, il n'y a rien à voir. Laissez-nous tranquilles. Alors que c'est lui le souverain primaire. C'est lui qui est le patron de ces pays, le peuple. Il est souverain. Mais on met les choses up and down.
Et il y a urgence, il faut changer la donne, il faut changer des narratifs, des logiciels, il faut changer la façon de voir les choses. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'insister sur le leadership, parce qu'il y a un nouveau leadership euh, compétent, avec des valeurs morales, éthiques. Oui, ce sont des gens qui ont du cœur pour l'autre, qui pleurent quand les gens pleurent et qui se réjouissent quand les gens se réjouissent. Pas, pas être en train de switch les contraires. Les gens pleurent, ben, tu te réjouis, les gens se réjouissent et tu pleures. C'est pas ça. Ouais. Un député qui fait rien. Qui ne propose aucune loi et il dort à l'hémicycle et il empoche mensuellement l'équivalent d'un demi-kilo d'or du Congo. Il dort au Parlement. Et vous avez vu un congressman qui est allé au Congo, Ronnie Jackson. Ronnie Jackson, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Allez voir son journal intime, je ne pourrais pas l'appeler journal intime, allez voir son journal de faiseur de loi. Dans deux législatures, la législature la 118e législature, oui, on est à la 110e maintenant, à la 119e. De 118 à 119, cet homme a initié, il est à la base de au moins 100 textes de loi qu'il a proposés. Ça, c'est juste un exemple. Et c'est comme ça qu'il travaille. Vous allez voir un député, un sénateur, mais quand vous regardez dans son carquois, ce que lui, il a présenté comme loi, c'est fou. 150, 200. Et tu vas te poser la question, mais à quel moment il fait ça? Ce sont des gens qui bossent comme des machines. Alors, dites-moi, les députés de chez moi, combien de lois vous avez proposées? Que dalle, rien. Les sénateurs, combien de lois vous avez proposées? Quand on fait le bilan de tous les problèmes qu'il y a, vous auriez pu proposer des lois sur l'immigration rwandaise, sur la guerre, sur la police, vous auriez pu. Il n'y a rien. Vous êtes là, bon, vous tournez les pouces dans tous les cas. Et c'est comme ça que le pays est en train de mal partir, parce que vous étiez censé le servir, mais vous ne le servez pas. Oui. Et j'ai appris également qu'il y a une délégation des parlementaires congolais qui sont allés en France. Oui, mais comment on peut rester naïf jusqu'à ce point? Vous voyez, quand on a un complexe d'infériorité à l'égard du blanc, on croit que le blanc, il est sauveur. Le blanc, c'est le pompier pyromane. Le malheur de ton pays vient de là. Tu pars encore là pleurnicher, mais il faut quelque part réfléchir un peu. Je ne sais pas jusqu'à quand beaucoup comprendront aussi. Je suis en train de me référer toujours au Burkinabé, Niger, Burkina Faso, Niger et Mali. Ce sont des gens qui ont compris. Ils ont 50, 60 années d'avance, de longueur d'avance, que beaucoup de nos frères qui sont même. Ouais. Quand on a un complexe d'infériorité du blanc, on croit qu'il est le sauveur. Ouais. Ces impérialistes veulent que le Congo soit en bas, dans l'eau, le bec dans l'eau, sans quoi ils vont disparaître économiquement. Et c'est toujours là que l'on va ramper, demander de l'aide, comment est-ce que nous pouvons harmoniser nos textes. Ah, ils ont travaillé pour leur pays, ils ont fait ce qui... Mais vous, c'est vous qui devez concevoir vos législations à partir de vos réalités et faire comme les États-Unis avec force exécutoire jusqu'à l'extrait et l'extraterritorialité. Et la loi qui a été votée au Sénat ou à la Chambre des représentants des États-Unis, ça a une force de loi partout dans le monde. Vous avez vu, ils ont fermé, ils ont frappé dans des châtiments, au moins 6 à 7 à 8 entreprises françaises à payer des milliards de dollars parce qu'ils ont estimé que la loi de la concurrence a été violée quelque part à l'étranger et que des compagnies françaises, ils ont été soutenir l'Iran et que l'Amérique a mis dans la liste rouge. Comment tu es allé tu as fourni ta prestation en Iran. Ça, c'est en dehors de notre souveraineté, des millions.
Et la France a perdu, a vomi beaucoup de millions au trésor américain. Pourquoi? Jusqu'à quand est-ce que vous ne pourrez pas vous inspirer de ça pour pouvoir mettre en place vos lois, vous? Surtout, vous avez la liberté. Et le blanc, c'est ça. Il sait que si tu fais, il va respecter. Tu fais rien, il va rentrer et faire ce qu'il veut faire. Oui. Donc, ce sont des pompiers pyromanes, hein. On leur demande, vous allez demander aux pompiers pyromanes d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes soufflé. Tous ces gens-là que vous allez voir en France, partout, ils sont avec Kagame. Ils sont avec, vous savez, la Russie, c'est jusqu'à 16 000 sanctions. La Russie a été frappée par 16 000 sanctions. Qu'est-ce que ça fait, la Russie? Que dalle, rien du tout. La Russie, elle a encore fait un bond en avance que même les Européens, certains ont regretté pourquoi ils ont puni un pays. C'est les leurs qui sont maintenant à genoux et là, pas la Russie. Pas la Russie. Oui. Donc il faut qu'à un moment donné que l'on comprenne la géopolitique, puisque là, bon, écoutez, c'est les rapports de force, hein. Depuis 6 ans avec Félix Antoine Tshisekedi, euh, il y a un jeune, un monsieur au Congo qui a sorti un livre avec, je sais pas moi, 200, il parlait de 264, je sais pas, 252 promesses non tenues de Tshisekedi. Le monsieur a dit que j'ai sorti le bouquin, mais je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a contredit, ce qui fait que le monsieur, il dit la vérité. Il dit la vérité. Le pays est aujourd'hui dans un tel merdier qui pourrait renvoyer le Lumumba dans le deuil éternel des colères. Là où le Lumumba est, il regarde comme si ça devait être possible, il devait se mettre en colère grave pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis mort pour ça, mais c'est pour récolter ça. Si on ne change pas de façon d'être, on va perdre des Congos. On va perdre des Congos. Et nous n'avons pas besoin d'être dans l'inconscience. Parce que nous sommes, chaque fois, si vous êtes un politicien, vous êtes euh, la cinquième roue du chaos, c'est-à-dire le cinquième pneu de rechange. Quand il y a une crevaison de la voiture, vite fait, on change sur l'autoroute, pouf, on prend le pneu de réserve, on plaque là. Quand tu arrives là, tu ne fais pas de bricole. Tu es rodé. Est-ce que nous sommes rodés? Dans 2 législatures, le mec qui te fait plus de 100 articles, propositions de loi. Je ne sais même pas s'il y en a qui ont fait 10 propositions de loi dans nos parlements. Même Bardella, en France, il va au Parlement européen, mais le mec, il n'a que peut-être 2 ou 3. On s'est moqué de lui, on dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir? Oui, ben, tu t'as rien foutu. Tu as proposé 2 ou 3 lois. Et alors maintenant, si lui, à ce niveau, il a 3, mais toi, tu as combien? Députés. C'est ça le problème. Alors, donc, Nous avons, nous avons des graves problèmes. Il faut que les gens ils se mobilisent, hein. Donc là, nous sommes en train de parler de... Il y a besoin d'avoir un leadership assez fort parce que, bon, vous savez, beaucoup de nos gens, nos peuples sont dans la famine, ils sont désespérés, ils savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait un leadership fort qui se lève. C'est dans des crises que le leadership se définit. Mais maintenant, je vais poser la question. Où est l'Azado qui a fait trembler Mobutu? Hein? Azado, on était en Europe, mais quand on entendait Azado, on se disait, mais ils sont braves, ces gens-là. Ils ont parlé, ils ont fait du bruit comme pas permis. Où est Akaj avec Kampiamba, qui faisait trembler Joseph Kabila? Tous les assassinats au dos de Kabila. Tous les assassinats. Même là où on n'a pas vu Kabila sortir, il a envoyé du monde, ça c'est vrai. Mais c'est les chefs qui doivent prendre la responsabilité. C'est quand Akaj. Mais à la date d'aujourd'hui, silence radio. Pourquoi? Mais écoutez, je suis tenté à dire que c'est pas la quotité, comme dirait l'autre, qui fait que si c'est lui, ben je me tais. Si c'est un autre, je piole, je fais du bruit. Silence radio.
Voilà pourquoi, peuple, tu es tout seul. Si tu attends des gens comme Kapiamba, comme les ados, là, beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup. Alors, ça faisait. On était en Europe à l'époque, mais Azado, mais attends, parce que tous on était idépéciens. Moi, j'étais en France, j'étais idépécien, comme tous les Congolais. Oh, l'émanation de tout pouvoir, c'est toi qui écoutes le son de ma voix. Alors, je vais plaider en disant ceci. Euh, euh, L'aide par des agents extérieurs de la RDC. Le Congo se fait manger à toutes les sauces venant des autres, un peu comme en 84-85 à Berlin, sans le peuple congolais. Le peuple souverain, d'où émanerait le vrai pouvoir par référendum. C'est encore comme par le passé, à Kigali, à Nairobi, à Luanda, à Washington, Bruxelles, partout. Alors que ce qui se fait sans nous est contre nous. Partout là, vous allez signer des contrats, de Imani 1, Imani 6, Nairobi ou Sun City. Le peuple n'est pas dedans. Sachez bien que euh, les gens de l'AS, ils ont rejeté le contrat. On peut rejeter tous vos contrats que vous êtes en train de faire. On peut les rejeter. Dès l'instant que c'est entaché de dol, de ruse, de magouilles, de manigances. Et c'est l'une des causes pour casser le contrat. Quand on trouve que c'est une cause injuste, tout le monde peut casser ça. Vous, vous avez beaucoup fait du mal au pays qu'au bout d'un moment, il faut laisser de côté. Prenez le souverain primeur, le peuple. Consultez-les par référendum, please. Oui. Alors, aujourd'hui, nous arrivons je vais vous faire réfléchir. Il y a les élections, Kabila s'en va, Kabila donne le pouvoir à Tshisekedi et il utilise Nanga. Voilà. Joseph Kabila, Nanga et Tshisekedi. On a toujours dit qu'il n'y a pas de deal, même si nous ne pouvons plus dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y avait entre ces trois? Tu vas à l'église, tu écoutes. Que dis-tu de ce deal-là? Le ciel, il va être d'accord, il va fermer les yeux comme ça. Non, le mal, il faut dire qu'il se mal. Mais les gens n'ont pas le courage de dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Par clientélisme, par peur, par hypocrisie. Et Dieu n'est pas dans tout ça. Si tu ne peux pas dire qu'il y a eu un problème entre Kabila, Nanga, et même Nanga lui-même l'a dit, Kabila, et beaucoup de gens l'ont dit, et tout le monde l'a dit, tout le monde le sait. Mais quel est ton langage? Mais ce sont les trois éléphants qui se battent maintenant, et Nanga vient pour dire que Tshisekedi, ça ne vaut pas un clou. Attends, Nanga, mais c'est trop gentil, Nanga. C'est trop gentil. Remets la clé à Fayoulou, que tu as reconnu qui était gagnant. Tout le monde a reconnu. Les États-Unis, l'Allemagne, là, tout le monde a reconnu que c'est Fayoulou qui avait gagné. Et c'est toi, Nanga, qui a fait le bordel. Tu m'excuses l'expression. Mais tu viens, mais donne à Fayoulou son truc. Si tu es sincère, si tu es honnête. Et c'est ce que la population devait exiger. C'est ce que tous les partis politiques devaient exiger. C'est ce que les CID devaient exiger. Le pouvoir a été volé. Voilà que vous avez été pas à la hauteur. Et maintenant, le peuple qui est souverain, il doit dire, donnez-nous le pouvoir, nous allons le donner à qui de droit. Le président Fayoulou et tous les peuples congolais doivent dire cela. La bataille légitime devait s'appuyer sur l'article 5 qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple est allé, on a refusé d'écouter la voix du peuple. Et tout le temps, on écoute Kagame, Kabila, Bemba, que le même. C'est comme si les Congos étaient un gâteau où 4, 5, 6 personnes devaient se le partager comme ça et les autres, ils sont
Attendez, mais c'est pas possible. Tu es un peuple, quel genre de peuple tu es? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum, on vient de le dire. Si les élections sont truquées, si les représentants sont corrompus, la seule voie qui reste, c'est la voie référendaire. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer. Nous réclamons donc le référendum. Il faut réclamer le référendum. Cholet et mon frère de l'ECC, il faut réclamer le référendum. Ça, c'est constitutionnel, c'est légal. Ça va vous donner du poids. Sinon, ça va être comme vous avez fait avec les élections. Tantôt, vous dites A, tantôt, vous dites B, et puis vous-même, vous avez même perdu du crédit parce que votre voix, les gens, ils vous ont fait confiance. Deux fois, vous nous avez roulé dans la semoule religieux. Cette fois-ci, rachetez-vous. Et prenez cette idée-là aujourd'hui, dites que nous n'avons pas de soubassement législatif, nous n'avons pas de contours juridiques, mais nous parlons, c'est encore une idée, c'est pas trop tard pour mieux faire, nous parlons en qualité de peuple et c'est le référendum que nous voulons. Ça, c'est constitutionnel. Et le monde entier sera d'accord avec vous et le peuple congolais tout entier sera. Au lieu de privilégier Kigali, Nairobi, Luanda, là où le peuple est absent, comme d'habitude, c'est anticonstitutionnel ce qui se fait sans le peuple. Et c'est de là que l'on veut, comme par le passé avec Joseph Kabila. C'est là qu'on veut amener encore des brassages, des mixages des chaos. C'est là aussi qu'on veut injecter tous les Rwandais, tous les Ougandais, tous les Burundais, tous les Tanzaniens et tous ceux qui sont à l'extérieur, aux États-Unis, Angleterre, Canada, France, Belgique, Allemagne, Hollande, qui ont acheté des passeports congolais. On veut les imposer, on vous les impose. Et vous dites Amen. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Bismarck pouvait dire que la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans, c'est comme c'est comme la musique sans les instruments. La diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Est-ce que nous ne sommes pas en train de danser une musique où il n'y a pas d'instrument avec tous les dialogues là? Depuis Kabila est venu, il a dribblé les gens et les gens disent, oh, il est sage. Oui, mais brassage, passeport et tout le désordre là, ré- taillé sur mesure l'article 10 de la Constitution. Ça, c'est Joseph Kabila. Je ne parle pas de 145 entreprises avec ce qui avait été révélé à Pampers et tout ce qui s'ensuit, les Yuma, les PDG qui ont pris de l'argent à gauche et à droite. Mais il faut quand même qu'on dise quelque chose. C'est vous le peuple. Ces gens-là, on appuie sur les doigts faussement. Ils sont considérés comme Congolais, soit Banyamulenge, soit encore comme Tutsi Congolais. J'insiste, il n'y a pas de Tutsi Congolais. Comme il n'y a pas de Tetela américain, il n'y a pas de Luba canadien, il n'y a pas de Yanzi japonais, il y a des Yanzi du Congo, il y a des Luba du Congo et du Kasaï. Si tu veux être Luba du Kasaï, je peux comprendre. Mais tu ne viens pas dans le pays des gens, tu dis, moi je suis Tutsi congolais. Non, au Congo, il n'y a jamais de Tutsi. Il n'y a jamais de Tutsi. 450 tribus, sauf les Tutsis, sauf les Hutus. Les Hutus, les Tutsis, les Tois. Au Rwanda, il faut qu'on se le dise. Quand on falsifie les choses, alors le peuple doit dire non, mais non. Il y en a marre, ça fait 30 ans que c'est discours.
Est-ce que la diplomatie n'a pas été en mesure de parler des choses simples? Qu'il n'y a pas de Banyamulenge, il n'y a que les Banyarwanda. Il n'y a pas les Kinyamulenge, il n'y a que les Kinyarwanda. Il n'y a pas les Tutsi congolais, il n'y a que les Tutsi rwandais. Les gens qui sont venus ici, ils sont venus sous un registre qui était particulier. Ces gens-là, ils ont le droit de faire un recours pour dire pourquoi on nous a arrachés. Mais ce n'est pas leurs enfants, leurs petits-fils, leurs arrière-petits. Tous les Rwandais, tous les villages, maintenant, il faut que le Congo donne. Attendez, mais c'est trop facile, non? Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez sa femme, et vous cassez sa télé, vous mettez le mec à genoux et vous commencez à lui cracher dessus devant ses enfants. Et au nom de la peur, vous dites, eh ben, cherchons la paix. Il n'y aura jamais de paix. Quand il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais de paix. Il faut que la justice frappe très fort. Et pour ça, il faut un leadership qui est très, très rigoureux, cartésien. Parce que la réconciliation, c'est gentil. Mais la paix, c'est gentil. Mais la paix, comme ça, on ne l'acquiert jamais. Il faut que les gens puissent confesser qu'ils ont eu tort. Il faut que les gens puissent réparer. Il faut qu'ils puissent se réconcilier. Il faut qu'ils puissent restituer. Vous savez combien de milliards pendant 30 ans les Rwandais a pompé du Congo? Vous savez, s'il faut restituer, c'est tout ça. Pas passer à perte et profit, c'est mon frère, on commence à sourire. Non, il va te poignarder encore dans le dos. C'est pas aujourd'hui. Il va te poignarder encore dans le dos 1000 fois. Parce qu'il y avait un roi il y avait un roi, prochainement je vais peut-être parler de cette histoire de royauté au Rwanda. Les petits rois qui venaient, qui essayaient de faire, d'agresser les Havu, les Congolais en fait, mais ils étaient toujours chassés, chassés, chassés 1000 fois. Il y avait même des dégâts graves. Il y avait des tentatives d'incursion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu dois connaître l'histoire, toi, mon frère, qui dirige, qui veut diriger. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, tu vas faire l'erreur. Tu vas penser qu'un tel, c'est ton frère, alors que c'est ton ennemi. Il va t'empoisonner, il va te planter le poignard dans le dos. Il n'y a pas de tété là américain. Ou tu es américain ou tu ne l'es pas. Mais quand tu es aux États-Unis, tu danses à la danse américaine. Quand tu es en France, tu danses à la danse française. Tu n'imposes pas ta langue à la France pour qu'on écrive ça dans leur constitution et tu n'arraches la terre de personne pour dire que ça, c'est ma terre. Ça, ce sont les séquelles de la balkanisation. Pseudo-empire Imatouti. Et il faut qu'il y ait des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire pour arrêter les faussaires. Parce que sinon, ben, il y en a marre. À un moment donné, il faut dire non, 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 on n'en veut plus. OK? Donc, j'ai été long, mais c'était quand même bien de traiter les histoires d'actualité et surtout parlant de la souveraineté, parlant de la nationalité, parlant de la nomenclature qui est Mouya Rwanda et tout ça. Non, attendez, attendez, c'est trop facile, non? C'est trop facile, mais c'est trop facile. Alors, bon, moi, je vais me limiter là aujourd'hui parce que c'était quand même indispensable qu'on fasse les points. On va encore revenir sur ça beaucoup de fois. Merci beaucoup. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao.